c'est une expérience autonome, mais ordonnée, comme il y en a eu peu dans l'histoire. Parce que la plupart des expériences d'autonomistes, elles se transforment purement et simplement en crépage de chignon. Jacques Fabier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Richard. Il y a quelque chose, un sujet que je voulais aborder avec toi parce que tu théorises et tu intellectualises beaucoup en dehors de la technique, donc ça nous donne de la respiration en fait sur des sujets comme Bitcoin. Je suis capable de faire une transaction tout seul quand même. Oui, non mais pas de souci. Hein. On ira sur Curve après. Non, ouais. Et en fait, j'ai entendu une phrase, je sais plus quel dirigeant l'a prononcé, mais peu qu'importe, qui disait on ne peut pas admettre, en parlant de Bitcoin, qu'une blockchain privée fasse du pognon, quoi. Soit de l'argent, soit de la monnaie, parce que la monnaie, c'est une affaire publique. Et là, je me suis dit, mais je mets mon masque parce que là, tu m'attires dans des méandres. Voilà, j'aime autant pas le plan B. Hein. Là, j'ai très peur. Mais bon, tant pis. Et du coup, je me dis, mais bougre d'imbécile, à quel moment ce gars-là a cru que le mot public, c'était l'État, quoi, ou voire même lui, hein, parce que alors, voilà. Je veux dire, ça, en apparence, tu m'éloignes de Bitcoin. Moi, je me souviens, j'avais lu le rapport Landau, qui a dû être publié le temps passe si vite, 2018, 2019, on vérifiera. Il avait été confié à un ancien sous-gouverneur de la Banque de France par monsieur Bruno Le Maire, mon camarade Bruno Le Maire. Et en fait, Landau était un homme à qui j'ai déjà attribué le prix Tulipe, puisqu'il avait fait la comparaison entre Bitcoin et la tulipe. Parce que c'est une fleur qui s'épanouit. Non, parce que c'est la tulipe de 1637 qui aurait provoqué une spéculation, gna gna gna, tout ça. Et ça fait rire les historiens et ça fait parler les idiots. Oui, parce qu'en plus, la bulle de la tulipe, apparemment, elle n'a jamais existé. Non, elle n'a jamais existé. Donc, si tu dis que Bitcoin est comme une tulipe et que tu le publies en langue française et que tu es assez notoire pour que j'ai envie de faire un killing, je te mettrai sur la page Prix Tulipe et je me mettrai sur Twitter avec le hashtag Prix Tulipe que Richard Détente a gagné le Prix Tulipe. Bon, fermons la parenthèse. Donc, on demande à monsieur Jean-Pierre Landau de faire un rapport, alors qu'il avait déjà le Prix Tulipe, qu'il avait déjà un peu fait savoir toutes les réserves que lui inspirait le Bitcoin. Et il le fait avec un jeune inspecteur des finances. Et le rapport était assez équilibré. On sentait bien qu'il y avait 2 pieds sur le frein, 2 pieds sur l'accélérateur. Et là, pour le coup, c'était le boomer qui était sur le frein et le jeune inspecteur des finances qui était sur l'accélérateur. Et j'en parle avec ce garçon. Je lui dis Jean-Pierre Landau, c'est le plus intelligent de nos ennemis. Hein, son rapport est intéressant. Et je dis finalement, j'ai trouvé qu'une seule connerie. Il me dit c'est quoi? Je dis vous parlez de Bitcoin comme monnaie privée. Or, Bitcoin est une monnaie commune. Quand vous allez voir les monnaies privées, et je parlais avant Libra, quelques mois avant, quand vous allez voir se pointer les monnaies privées, vous allez dans un premier temps avoir beaucoup plus peur. Et là, nouvelle prophétie réalisée de ton serviteur, évidemment, quand ils ont vu Facebook, ils ont fouetté. Donc il y a des monnaies privées qui ont existé de tout temps. Il y a des monnaies publiques, souveraines, les monnaies publiques de la République, la monnaie de l'État, et il y a des monnaies communes. La nature du bien commun est très difficile à appréhender en droit français. On est obligé de monter une association, mais c'est très difficile, un bien commun. Pour les économistes, on va donner comme exemple, par exemple, la rivière ou l'étang avec des poissons. Il y a une gestion du commun, parce que si on dit tous les membres de l'asso ou tous les villageois peuvent venir pêcher, il y en a forcément un qui va abuser, donc ça peut pas être libre, ça peut pas être open bar, mais au fond, un étang avec des poissons peut appartenir à l'État, ou à Jacques, ou à l'association des amis etc. Les amis des poissons rouges. Privé, commun, public. Avec cette réserve que le droit français appréhende difficilement ce qui est commun. Le droit français, par exemple, prévoit qu'il n'y a pas de bien de main morte. Je peux pas, par exemple,
posséder pour éternellement, même après ma mort, quelque chose. Même pour les tombes, ça pose des problèmes, etc. La monnaie privée existe depuis toujours. Par exemple, au XVIe et XVIIe siècle, comme le roi d'Angleterre ne rendait pas à son peuple le service qui consiste à émettre de la monnaie de cuivre, sur lequel il n'y a pas vraiment de seigneuriage à se mettre dans la poche, il n'y avait pratiquement pas de monnaie de cuivre, donc c'est les bistrotiers, les marchands de tabac, et donc tous les collectionneurs connaissent le concept des trade tokens. Il y a eu aussi des monnaies privées sur des bateaux, et la plus ancienne monnaie privée, elle existe depuis Pompéi au moins, c'est la monnaie des bordels. Dans la plupart des maisons de prostitution, le client ne paye pas les filles avec la monnaie qui accourt dans la rue, mais change la monnaie qui accourt dans la rue auprès de la maquerelle contre la monnaie du boxon, etc. Ça, comme les casinos, quoi. Alors les casinos aussi, bien sûr, dans les casinos également. Et pourquoi d'ailleurs ils changent? Pour des raisons de sécurité, de comptabilité. Au fond, que ce soit alors j'en sais rien pour les monnaies de Pompéi, mais est-ce que on n'est pas obligé d'aller l'acheter chez un fabricant que le préfet de police connaît? Enfin, ça permet un certain nombre de surveillance, de fléchage, etc. Mais les monnaies de casino sont relativement récentes. Les monnaies de jeu, j'ai vu des monnaies usuelles devenir des monnaies de casino ou devenir des monnaies de bordel. Un jour, je vois sur un eBay un jeton qui était annoncé comme jeton de maison de tolérance. Je dis, mais c'est un liard de Louis XVI. Je rentre en contact avec le vendeur, je dis, mais c'est un liard de Louis XVI, comment pouvez-vous le dire? Alors, il me demande mon numéro de téléphone, il m'appelle, et un monsieur charmant, qui me dit, écoutez, je sais bien que c'est un liard de Louis XVI. Les liards, c'est la plus petite pièce, enfin, c'est une pièce comme ça, où Louis XVI est complètement effacé, et qu'à la Révolution, on a refondu pour faire des canons, c'est pas très populaire. Ouais. Non, mais c'est une pièce sans valeur, c'est une pièce pour caler les meubles. Ouais. Et, je dis, mais comment vous pouvez dire que c'est un jeton de bordel? Il me dit, ah, mais parce que je sais où je l'ai acheté, je sais que ça a servi. Alors, parce que j'y étais, non, c'est... Non. J'ai bien cru comprendre. Il était plus d'âge A. Je crois qu'il a vérité. Il me dit, effectivement, c'était, alors, dans une ville de province, une petite ville de province, assez petite, quelque part en Auvergne. Il me dit absolument, j'ai reconstitué la chose, il se servait bien de ces pièces-là. Pourquoi? Parce qu'a priori, on peut pas les acheter. Les liards de Louis XVI, si t'en trouves un sac, c'est du et que t'es à Chaumont-les-Bigoudis, tu peux partir du principe que tu gères le stock. Et donc, des vieux liards de Louis XVI servaient de jetons dans la maison de tolérance qui devait être assez sordide dans ce petit patelin. Mais des monnaies communes, des monnaies privées, voilà, ça peut être la monnaie du Club Méditerranée, la monnaie d'un boxon, la monnaie d'un casino, c'est des monnaies qui doivent servir à l'intérieur d'un cadre. Et Pompéi, c'est l'exemple le plus ancien? Alors il y a des boxons en Grèce avant ceux de Pompéi, mais apparemment on n'a pas conservé les pièces. Et souvent d'ailleurs on a des pièces extrêmement belles, qui sont de vraies petites œuvres d'art. Il y en a un qui est dans un musée qui est un jeton en pâte de verre. Donc il y a une valeur intrinsèque qui est au minimum celle de son travail artistique. Je te renvoie à ce qu'on disait sur l'art et dans la nature de la monnaie. Les jetons de bordel eux-mêmes ont tendance à être beaux. Après au 19e siècle. C'est pour ça qu'on disait la chanson « Ah qu'elles sont jolies les filles de Pompéi ». Après elles deviennent souvent politiques aussi. Moi j'ai vu des jetons de maison de tolérance du 19e siècle où tu as d'un côté la vraie face du vrai roi, en l'occurrence Louis-Philippe ou Napoléon III, et de l'autre côté un sexe de femme. Donc ça a à la fois un côté grivois et un côté insultant pour la puissance publique. Un peu. Ouais. Voilà. Ça devait passer moyen. Oui, mais ça joue entre la monnaie publique et la monnaie privée. D'une face, elles sont publiées sur La Voie du Bitcoin. C'est l'un des premiers articles que j'ai publiés. D'un côté, on voit la tête du vrai souverain. Dans mon souvenir, c'est Louis-Philippe. Il y a un respect. 1830 à 1848. Et quand on retourne, on voit une image obscène. On voit que c'est un utility token. On voit une image véritablement obscène en plus. Et donc, ça joue sur monnaie publique, monnaie privée. La monnaie privée, c'est la monnaie commerciale faite pour l'échange au sein d'une organisation, d'un lieu, bien famé ou mal famé, légal ou pas légal, mais où la monnaie
du dehors, qui est la monnaie publique, ne doit pas rentrer et dont la monnaie ne doit pas trop sortir. Normalement, tu achètes un jeton en rentrant au boxon, tu vas dépenser ce jeton et ce jeton reste au boxon. La fille n'a pas le prix de la passe. Elle a le jeton, elle le rend à la madame qui lui donne Ce qui se passe au boxon reste au boxon. Absolument. Mais ça peut être aussi, ce qui était le cas sur un bateau, il y a de nombreuses monnaies communes de bateaux. Il y a des exemples multiples qui tous d'ailleurs permettent de réfléchir à la transaction, de te poser des questions. Les monnaies publiques, on les connaît. Les monnaies communes, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a eu des unités de compte communes, de ligues de marchands, etc. Mais Bitcoin n'est pas une monnaie privée, contrairement à ce que croient tous les fonctionnaires ou les élus, comme ce sénateur qui avait du mal à comprendre, ayant trouvé un site qui devait s'appeler monbitcoin.com, qui était à Chypre, il pensait que c'était à Chypre. Ça doit toujours être exposé sur la page du Sénat français, ce moment d'anthologie. Bitcoin n'appartient à personne. Même si en même temps, souvent, le gadget qui t'y donne accès, ou le gadget dans lequel tu le conserves, ou l'appli, appartient bien à quelqu'un. Donc, comme toujours, c'est pas si évident, c'est très compliqué. Mais fondamentalement, Bitcoin est la monnaie d'une communauté. Vous voyez, une comparaison que j'aime bien, c'est avec le Monopoly. Ton truc, c'est des billets de Monopoly. Ok, mais les billets de Monopoly, pendant la partie, ils ont beaucoup de valeur. Ils ont une vraie valeur. Et si tout le monde accepte le miracle de Bitcoin, c'est la sortie de la boîte. C'est-à-dire que tout d'un coup, un billet de Monopoly, entre joueurs de Monopoly, a servi à acheter une pizza. Et là, il s'est passé quelque chose qui ne se passe rarement dans l'histoire universelle. Mais je dis, si le mec qui a inventé Monopoly, c'est toute une affaire d'ailleurs, parce qu'il paraît que c'est une femme et qu'on lui a volé son invention, enfin, comme toujours, quand il y a invention, on se chipote. Et puis il l'a mal revendu, il s'est fait rouler, enfin bon, qu'importe. Si le gars qui a inventé Monopoly, au lieu de le vendre à une entreprise de jeu, avait dit, moi, tout bébé qui naît sur Terre recevra une boîte, avec tout dedans, sauf les bifetons. Les bifetons, ils sont là, ils sont sur ma table, chez moi, il y en a 21 millions, donc 21 millions par hasard, il y en a 21 millions, et ça, si vous voulez jouer, bah, il faut m'acheter mes billets, et puis le prix du jeu, c'est d'acheter le billet. billet. Vous les revendez à quelqu'un qui en a besoin. Hein? Tout le monde a une boîte de Monopoly gratuit, mais les billets, il faut les payer. Mais c'est ça, Bitcoin. Pour quelqu'un qui ne considère que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. On dit, oh, Bitcoin, regardez, Bitcoin a baissé de 10%, ce sont des milliards qui se sont... Il n'y a aucun milliard qui s'est évaporé de nulle part, c'est des blagues. Par contre, pour ceux qui veulent jouer, ça a de la valeur. Et comme ils sont de plus en plus nombreux à vouloir jouer, ben, ça a de plus en plus de valeur. Et comme il n'y a que 21 millions de billets, ben, voilà. Donc c'est ça, Bitcoin. C'est la monnaie d'un jeu. Et un jeu, c'est un commun. Voilà. Pendant la partie, on forme une association éphémère. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi des monnaies éphémères. Par exemple, des monnaies de festival ou des monnaies de... Alors ta question, j'y reviens, c'est à quel moment l'État a dit le commun, c'est moi. Ouais, à quel moment les mecs se sont dit, mais en fait, le bien public, c'est moi alors que, en théorie, le peuple est souverain, donc je veux dire... Alors, je vais revenir avant le peuple qui est souverain. Le peuple est souverain dans la cité. À Rome, le peuple et le Sénat, c'est tous populus, sont souverains, puis c'est assumé par l'Empire. On va pas remonter si loin, on va partir du Moyen-Âge. La construction de l'État chez nous se fait par une famille royale. Et d'ailleurs, les pays bien cuits, bien terminés, bien organisés, c'est des pays dont le territoire est connu dans ses grandes lignes, avec des adaptations dues au hasard des guerres, et qui se sont bâtis autour d'une dynastie. Et quand je dis ça à Adli, on a un co-auteur il me dit, vous êtes fous. Et je dis, non, c'est vrai. Regardez les Italiens, ils ont pas de dynastie, les Allemands, ils en ont eu 2, 3, c'était compliqué. La France, l'Angleterre, il y a un pouvoir royal clairement identifié avec le miracle dont ont bénéficié les Capétiens en France, 400 ans avec toujours un fils aîné. Peu de famille qui est ça. C'est un hasard. Et il y a un miracle de la famille de France, de la famille capétienne, qui est que de Hugues Capet jusqu'à Philippe le Bel, ils ont toujours un fils au moment où il meurt. Progressivement se constitue l'idée de bien commun, de res publica, on peut employer le mot en latin, bien avant la Révolution,
Et il est clair que le roi est quelque part le symbole de cette chose, tout en étant distant. Il y a un moment étonnant où Charles V, qui est associé à la naissance du franc, 1360, sentant qu'il va mourir, fait venir la couronne de France pour la vénérer. Ça veut dire, je vais mourir, c'est un homme qui va mourir. Celui que le général de Gaulle appelait le vieil homme. Le général de Gaulle, quand il parlait de lui, distinguait deux personnages. Le général de Gaulle et le vieil homme. Ben Charles V, qui s'appelait Charles aussi, fait venir la couronne de France pour la vénérer. Le vieil homme va mourir, mais la couronne reste. La couronne est un bien commun. Ça repose sur des pensées qui sont aristotéliciennes, qui sont essentiellement celles de Thomas d'Aquin, qui sont celles ensuite de penseurs comme Jean Bodin, par exemple. Le roi représente le bien commun. Seulement, dans toute cette période, il y a quand même en face de lui l'autre glaive, qui est le glaive spirituel, qui est la puissance de l'Église. On dit l'Église, on dit pas laquelle, c'est l'Église. Nos frères d'Orient se sont séparés de Rome, et Rome s'est séparée d'eux en 1054, mais dans la vie quotidienne des gens, ça pose peu de problèmes. Il y a d'ailleurs un empire romain d'Orient qui vit sa vie, donc pour un Français ou pour un Anglais, il y a l'Église. Et donc le roi assume le bien commun, mais il l'assume dans ce monde, sachant que l'Église, avec à sa tête le pape, qui est loin, qu'on voit jamais, assume le bien commun et le pont vers pour après. Et ça, puis, c'est à toi, et là-haut, c'est à moi. Alors, ça se passe pas aussi facilement que ça. Hein. Oui, ils se sont beaucoup tapés dessus, Avignon, etc. Philippe le Bel, tout ça, voilà, c'est bon. Mais en tout cas, il y a un monde bipolaire. Et puis, il y a la Réforme, et il y a les églises. Et les fidèles de ces églises vont assez sévèrement se taper entre eux. Et en particulier dans les États centralisés avec dynastie que sont l'Angleterre et la France. Pourquoi la France n'est pas devenue protestante alors que pratiquement tous les pères de la Réforme, Calvin et d'autres, sont français? Pour deux raisons, à mon avis. Un, parce que ça s'était tellement mal passé en Angleterre que ça donnait à réfléchir. Deux, parce que des maladroits ont été foutre des placards sur la chambre du roi, et que ça, dès le début, le roi s'est bien aperçu qu'une complaisance vis-à-vis de gens pareils ne pouvait qu'être mauvais, non seulement pour le pouvoir du peuple, mais pour son pouvoir à lui aussi. Quoi qu'il en soit, en Angleterre, avec des sacs, des ressacs, des confiscations par Henri VIII, le retour de sa fille Marie, Bloody Mary, qui n'est pas simplement un cocktail, mais aussi un épisode politique douloureux dans l'histoire de nos amis anglais, puis Élisabeth Ier, enfin les Stuarts, un roi, non pas guillotiné, mais beheaded à coups de hache, ça a quand même beaucoup secoué l'Angleterre. Et ça a beaucoup secoué la France. Décapité. La plupart des églises que tu vois en France, les statues sont cassées. Et on va dire que c'est à la Révolution. Mais non, souvent c'est bien avant la Révolution, c'est aux guerres de religion. Les guerres de religion sont l'épisode peut-être le plus violent de l'histoire de France, et il est un peu occulté. Alors il y a eu l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, et il y a tout un travail. Mais il y a là, quelque part, il reste la Saint-Barthélemy, il reste des horreurs sans nom commises par les deux camps, et un travail difficile qui a été fait par des hommes, ceux qu'on appelait à l'époque les politiques, justement, les politiques, comme Montaigne. Globalement, le raisonnement, c'est se dire, bon, tu es protestant, c'est épouvantable, je suis catholique, c'est pour toi épouvantable, mais on va continuer de vivre ensemble parce qu'on va pas s'entretuer, donc il faut trouver. Et pour moi, pour répondre à ta question, je fais des méandres, mais je reviens à ta question, c'est peut-être le moment où l'État, pas encore laïque, mais désinféodé partiellement du religieux, commençant sa mue vers une désinféodation totale du religieux, apparaît en disant, bon, les catholiques et les protestants, vous n'avez qu'un seul roi. Alors Henri IV va dire, bon, Paris vaut bien une messe. C'est-à-dire, bon, je vais prendre la religion de la majorité des... L'histoire d'Henri IV est plus compliquée que ça, parce qu'il a changé 3 ou 4 fois de religion. Mais globalement, il y a un équilibre qui va être, le roi est catholique, mais les protestants sont tolérés. Après, Louis XIV, fort fâcheusement, va révoquer l'édit de Nantes. Napoléon en reviendra à l'idée que la religion catholique est la religion de la majorité des Français.
Et progressivement, ça va se résoudre par le temps. Mais là, il y a un traumatisme très fort. Et l'État moderne naît de ça. On le voit avec Hobbes. C'est-à-dire qu'il y a une telle violence, on dit dans l'état de nature. Dans l'état de nature, si on décrit la vie de nos parents comme l'état de nature, il y a une telle violence dans la société. Que l'État, qui est, comme disait l'autre, le plus froid de tous les monstres froids, dit maintenant la violence, elle n'est qu'à moi. Et pour calmer le jeu. J'en ai le monopole. Et donc l'État, pour moi, s'instaure en gardien du bien public et du bien commun, parce que justement, les gens ne sont plus capables de le faire comme autrefois sur la base d'une commune adhésion au peuple de Dieu. Le roi était chargé de faire régner l'ordre matériel dans la cité terrestre, pour parler comme saint Augustin, sachant que les gens appartenaient tous à un peuple unique qui allait vers la même cité céleste, pour parler toujours comme saint Augustin, et la question se posait dans des termes différents. À partir du moment où les gens s'entretuent en ce monde pour quelque chose qui concerne l'autre monde, et où il n'y a plus de magistère pour l'autre monde, puisqu'une partie notable du peuple chrétien, tout en se revendiquant toujours comme chrétien, ne reconnaît plus le magistère de l'Église, mais d'autres magistères, etc. L'État va prendre l'ascendant sur la société. Alors parfois on dit, les protestants, ils ont su se débarrasser de ça. J'ai des ancêtres catholiques et des ancêtres protestants. Ça me fait rire. Tous ceux qui connaissent l'histoire du luthérianisme, par exemple, voient immédiatement que la liberté récupérée vis-à-vis de Rome, elle a été immédiatement confiée au prince terrestre, et que l'inféodation des églises protestantes au pouvoir des princes est très grande. Le seul endroit où il reste des églises d'État, à ma connaissance, c'est la Scandinavie. Vous me trompez, mais au moins il y a quelques dizaines d'années, l'église de Suède était toujours une église d'État. Donc, l'État, il a bien des torts, mais il arrive pour résoudre des problèmes qui existent concrètement. Alors, ce qui est plus étonnant, pour revenir à ta question, c'est la prétention avec laquelle l'État assume tout ce qui est commun. Et donc est incapable de comprendre l'existence d'un commun. Il y a un commun qui a été quasiment nationalisé sans que ça pose apparemment sa sécurité sociale. Elle n'était pas censée être régie comme ça par l'État. L'État était arbitre. L'idée, c'est qu'il y avait une relation paritaire entre patron et employés. En théorie, c'est toujours censé être le cas. De moins en moins, même en théorie et même légalement. C'est-à-dire que la puissance de l'État n'a cessé. Le fameux paritarisme. Mais le fameux paritarisme, maintenant, les réunions, elles sont immédiatement initiées par la puissance publique. Et de toute façon, le remplacement sans fin des cotisations par des prélèvements. C'est un discours qui est usé jusqu'à la corde. C'est l'État arrive en disant le travail il est trop cher, donc je vais diminuer les cotisations. Tu diminues les cotisations et donc c'est la CSG qui est un impôt. On peut l'appeler comme on veut, ça reste un impôt. C'est un impôt. Ouais. Donc non, on voit bien sur cette chose qui n'a rien à voir avec Bitcoin que le travail d'appropriation de tout espace commun par l'État est constant, et il semble pas bien voir le problème. Donc ça veut dire que globalement, avec Bitcoin et toute la suite des projets qui s'enfilent dans le chemin de Bitcoin, on se réapproprie une part de commun, on se réapproprie un public, un espace public. On la réinvente. Il y a une chose que l'État est kick de Bitcoin. Je veux dire, il y a aucun rôle de l'État dans Bitcoin. Le pire, c'est qu'il pourrait y jouer un rôle s'il n'était pas si buté. Il y a une question, tu n'es pas parisien. En faisant du minage. Par exemple, tu n'es pas parisien. Non. Mais quand tu viens à Paris, tu prends le métro. Non. Ah bon. Non. Pendant des dizaines d'années. J'ai pris le métro. Avec un ticket. Avant. Le ticket chic, le ticket choc. Le ticket jaune, avant. Et jusqu'à... j'ai découvert qu'il était toujours en vente, même si on annonce partout sa disparition, mais ça va... Les gens achetaient des carnets de tickets. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Je crois que la pub doit dater de 81, 82. Elle avait été célèbre dans le monde de la publicité. Bref, les gens avaient des tickets de métro.
qui était déjà une invention révolutionnaire parce qu'on avait fusionné les lignes. Quand on regarde le plan du métro parisien, je m'excuse si tu n'es pas parisien, mais on voit bien qu'il est né sous forme de lignes indépendantes, parfois redondantes. Il y a un trajet entre... Oui, il y en a qui suivent. Oui, il y a tout un trajet qui suit le boulevard du Crime, là, autour de Bonne Nouvelle, Montmartre. Bon. Et puis, on a fusionné les lignes de métro, comme on avait fusionné les lignes de train pour faire la SNCF, en fusionnant les chemins de fer du Nord, les chemins de fer de l'Ouest, le Paris-Lyon-Marseille, etc. Bon. Et donc, tu avais un ticket de métro pour toutes les lignes de métro. Et puis, on nous dit, vous allez avoir une carte. Bon, alors la carte, Navigo. La carte Navigo. Et j'ai fait l'expérience sur 5 ou 6 copains, en me prenant le métro, il y a des copains qui ont encore le ticket, ou qui me disent, on n'a plus le ticket. Je dis, quelle est la différence entre ça et le ticket? Là-dessus, aux dernières nouvelles, hier soir, il restait 11 tickets. Mais il y a ton nom dessus, surtout? Non. Sur un pass Navigo, il y a le nom? Non, pas sur celui-ci. Dans la puce. Non. Ah, peut-être. Je m'en fiche. Autre réponse. Quelle est la différence entre ça et le ticket de métro? Eh ben, c'est à multi-usage. On n'a qu'un seul support au lieu d'en avoir plein. T'es un geek, toi. Tu me sors tous les arguments techniques. Tu vois, Jacques, c'est sympa. Eh ben, personne ne trouve. Personne ne trouve. Vous avez une idée? Moi, je sais que je suis pas pour, donc... Le ticket, je peux le donner à quelqu'un. Et ça, c'est pas voilà, madame. Voilà. Je peux le donner avec Richard, Paul... Eh ben, vous êtes la... à mes enfants, et là, on n'a pas le droit. Vous êtes la première. Et j'ai fait un scandale sur ça. Vous êtes la première à me donner la réponse. Alors, il n'y a pas de micro, donc du coup, ce que dit Angela, c'est... Angela est la première d'une dizaine de personnes à qui je pose la question à me donner la réponse que je veux. Je ne peux pas le donner. Pourquoi? Mon ami Adli vient à Paris, les Bordelais. S'il n'est pas nominatif, tu peux le donner. Non, il ne passe pas 2 fois dans la machine, il faut attendre 5 minutes. Ça, c'est le geek. Il est là, comme tout geek, il essaye de trouver la solution pour sauver son produit de merde. Mais si, Jacques, t'as une appli, mais t'as qu'à télécharger. J'avais un produit en carton que je pouvais foutre dans la machine, et il en est à la deuxième. Non, mais t'as une appli, mais c'est pas parce que t'as pas l'iPhone 22. Enfin, on croit rêver. Et Angela, par hasard, ou parce que c'est une dame, et que donc elle est plus proche de la vie quotidienne des gens que des messieurs... C'est la réponse à la question d'Orwell. Pourquoi est-ce que les gens intelligents disent-ils plus de conneries? Et simplement parce qu'ils ont une vie dans un monde d'idées. Et... Moi, quand Adli venait à Paris et qu'il n'avait pas de ticket, je lui filais un ticket. Quand j'étais à Neuchâtel chez mes amis de BT ou pour voir Lionel et que j'avais pas le ticket, on me filait un ticket. Alors évidemment, on peut dire, tu sais, ça vaut 1,50 €. Bon, entre amis, c'est pas terrible. Il reste plus que la clope. Le clope, d'ailleurs, en langue française. Il reste plus que le clope que tu puisses encore filer à quelqu'un. Mais que personne ne me donne jamais la réponse, qui est, avec le ticket en carton, tu peux faire des transactions de pair à pair. Et même ça ça les enquiquine. J'attends le jour où je ne pourrai pas céder une cigarette à quelqu'un. Fatalement, ça va venir. C'est-à-dire que... Bah oui, avec la vapoteuse. Voilà. Quelle horreur. Je ne vois aucun autre avantage pour quiconque au passage de ce ticket à cette forme numérique que le fait, avec un truc vachement cool, vachement smart, vachement techno, de t'empêcher de le filer à quelqu'un. Et là, il y a une restriction de l'État. Mais en fait, tu peux pas passer une journée sans le voir. C'est comme le cachet, la carte bleue. C'est comme des milliers de choses. Qu'est-ce que je vois hier, en promenant mon chien? Des employés municipaux en train de changer les poubelles communes. Les poubelles communes, qui sont donc pas privées, on pouvait y mettre ce qu'on voulait. Eh ben, on met un modèle à chapeau. On pourra plus rentrer que presque rien. Pourquoi? Pour que les clodos puissent plus y mettre leur canette de bière. C'est-à-dire, tout l'espace commun, les gares. Qu'est-ce qui a disparu des gares? L'espace commun, au profit de l'espace privé des shopping centers, des galeries commerçantes. Le commun, voilà l'ennemi. Les jardins. Tu prends un lotissement pavillonnaire. Qu'est-ce qui manque? L'église, les arbres, le jet d'eau et les bancs. Les bancs, c'est un commun. Promène-toi dans les rues. Sans compter que les bancs, on s'arrange pour les transformer en fauteuils à coque, à nouveau, pour que les malheureux sans domicile fixe ne puissent pas s'y allonger. Parce que le commun, c'est la dernière chose qui appartient aux sans domicile fixe.
Parce qu'ils n'ont rien de privé. Bah oui, par définition. Donc, cette histoire de la monnaie s'inscrit dans un tableau, excuse-moi d'avoir pris beaucoup de recul, mais ça s'inscrit dans un tableau qui est très noir. La ronde de nuit. Alors il paraît que c'est une ronde de jour, hein. En fait elle a été décapée, c'est toute une histoire là aussi. En fait elle n'était pas si sombre que ça. Qu'importe, le tableau est très sombre. Et oui, Bitcoin est une monnaie commune. Elle est entretenue par une espèce de communauté qui pourtant exerce une forme de souveraineté. Tout à l'heure, je t'ai dit, l'argument, ça peut pas être une monnaie parce que seul l'État crée une monnaie. Je dis, comme c'est une monnaie, il faut croire qu'on est une forme d'État, hein, il y a une forme de souveraineté. Quand même, à la base. En tout cas, on est un peuple en cours de réunion. Je pense je parlais de Romulus. Et en même temps, le KYC, c'est le passe Navigo du Bitcoin, hein. Avec un KYC, on peut plus donner comme on veut à n'importe qui. C'est clair. Mais si, enfin, on peut toujours le donner. Moi, ce qui est blessant dans le fait que je puisse pas, recevant un ami qui vit à Bordeaux, lui filer un ticket, c'est pas comme ça que Jacques donne un ticket, ça je m'en fiche, j'ai rien à cacher. C'est juste pouvoir le donner, passer le portillon ensemble et lui dire, vous paierez pour moi la prochaine fois. La première monnaie, elle a été inventée au café. Quelqu'un paye le café et dit, demain c'est pour toi. Ou l'autre, celui qui a reçu, il dit, je te revaudrai ça demain. Ce genre de trafic n'est plus possible. Parce que, le domaine socialisé, c'est-à-dire en fait non pas socialisé mais étatisé. Je viens de faire un lapsus révélateur. Le domaine étatisé croît de façon extrêmement encombrante. Et puis pour tout, alors avec le Covid, adieu Berthe, là tout est sous contrôle. Alors bien sûr, Bitcoin est très largement sous contrôle. Bien sûr qu'il y a des Bitcoins blancs, des Bitcoins noirs, des Bitcoins à KYC, des Bitcoins sans KYC. On en parlait une autre fois, où je disais, avec l'élévation du prix du Bitcoin, de toute façon, il va se faire à KYC, parce que tu achètes pas une maison sans dire qui tu es, tu n'achètes pas une voiture sans dire qui tu es. Finalement, dépenser beaucoup d'argent sans dire qui on est, ça s'appelle vivre comme un bandit, quoi. Oui, quelque part, ça coûte plus cher. Alors, ça permet peut-être aussi de vivre plus cher, mais après, voilà. C'est une vraie galère, ça. Mais oui, il y a un réglage, et on va conclure sur les monnaies, l'incapacité des gens qui veulent s'opposer à Bitcoin de faire le tri entre ce qui est public, ce qui est privé et ce qui est commun, en dit beaucoup plus sur eux que sur nous. Mais il y a quand même une gangrène dans la tête des gens qui nous dirigent. C'est cette fameuse thèse là que quand on met du pouvoir quelque part, il a tendance à vouloir tout phagocyter jusqu'à tuer la bête. Voilà. Alors tu vois, c'est pas vieux, c'est pas récent, c'est pas une gangrène, c'est bien avant les boomers. C'est Thucydide dans l'histoire du Péloponnèse qui fait, je crois, ou alors quelqu'un va mettre des notes rageuses sous le post si je me suis gouré, qu'il est dans la nature de l'homme que tout homme aille au bout de tout le pouvoir qu'il peut exercer. C'est très... on en revient à Satoshi, se retirer. Il y a presque un principe thermodynamique là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est quasi universel, ce truc-là, quoi. Même en Suisse, avec le Covid, maintenant, on entend les élus parler, mais c'est quoi cette connerie? Depuis quand on leur demande leur avis? Enfin, depuis quand ils donnent leur avis? Quand on leur demande, c'est différent. Mais alors qu'avant, en Suisse, personne connaissait le président, parce que tout le monde s'en fout, il change tous les ans. Et puis en plus, c'est collégial, les décisions. Donc, je sais. Président... Oui. Et aujourd'hui, on les voit à la télé. Moi, alors, je pense que, mais on s'en fout ce que tu penses. J'en sais rien, parce que pourquoi tout être qui est au pouvoir veut aller au bout de son pouvoir? Est-ce que c'est hubris, mauvaiseté? Il y a une chose, c'est que souvent les opposants sont idiots. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'opposition. Puisque tu as choisi, ou tu as laissé la présence de ce buste impérial, Napoléon a un mot épouvantable, c'est contre les Italiens. Donc, s'il y a des Italiens qui m'écoutent, à propos des Italiens, il dit, de toute façon, il y en a plus dans mon petit doigt que dans la tête de tous ces gens-là. Honnêtement, quand on regarde certaines discussions, on se dit... Moi, je suis pas anarchiste au sens commun des choses. Souvent, les gens qui sont en charge des responsabilités vont dire des choses plutôt moins bêtes. Parfois, ils mentent. Mais dans ce qu'ils disent, il y a peut-être souvent moins de bêtises que dans certains opposants. Parce qu'ils sont confrontés à l'exercice du pouvoir. La campagne électorale qui s'annonce est un exemple, est un moment navrant où même le camp du pouvoir fait comme s'il était dans l'opposition, et donc il y a une sorte de concours régulier de sottises. Mais on voit quand même des gens dire des choses, mais stupéfiantes.
non pas de malhonnêteté, mais enfin, c'est absurde. Donc que le type qui soit au pouvoir et qui du soir au matin est environné de gens qui disent on devrait faire ci, on devrait faire ça, passe en force, abuse de son pouvoir pour dire bon bah maintenant continuez de m'aider, ça m'aide beaucoup toutes vos idées. Hein, et on pourra la peindre en rose, on pourra la faire jaune. Pourquoi tu l'as faite? Pourquoi 1 mètre? Pourquoi pas 80 cm? Il y a un principe de simplicité, un primum vivere qui certainement incite les hommes de pouvoir à prendre les décisions en force. Il faut, pour que la voix de l'opposition soit pertinente, une grande discipline de groupe. Je trouve que quand on regarde le Parlement d'Angleterre, sur BBC, canal parlementaire, ça se compare très très favorablement à notre propre Parlement français, où j'ai des gens que je connais, que je salue et que je respecte, mais où il y a aussi quand même une belle brochette de clowns. J'ai été une fois reçu dans une loge, et je ne suis pas moi-même franc-maçon, mais j'ai trouvé qu'il y avait une maturité. Un an à te taire tous les samedis après-midi, ça aurait été cool. J'aurais pas pu, j'aurais dormi. Mais il y a une culture de l'échange, du formalisme de l'échange. On demande la parole. Une AG de n'importe quoi, c'est tout de suite le boxon. Donc, c'est pas étonnant que le pouvoir assume le pouvoir avec une main de fer. Tu dis, en Suisse, on voit la tête des dirigeants en période de Covid. Je veux dire, ça ne me choque pas. L'une des choses que les anarchistes peuvent reprocher au pouvoir, c'est pas qu'il soit le pouvoir, c'est qu'il se pérennise même quand on n'a plus besoin de lui. Et c'est le problème des lois d'exception. C'est que l'exception, avec vous, cher monsieur, elle devient la règle. Autrement dit, la CSG, c'était l'exception. Il n'y a pas d'instance collective. C'est le problème, par exemple, de certains mouvements qui peuvent avoir suscité l'intérêt, genre Nuit debout, etc. C'est quand on a passé des nuits et des nuits ensemble à se dire tout ce qui serait bien, avec un côté souvent lettre au Père Noël, j'ai participé à des mouvements citoyens où on imaginait ce qu'on pourrait faire, la moitié de ce qu'on pouvait faire, consistait à réformer les traités de l'Union européenne alors qu'on parlait de la gestion d'un village. Donc, très vite, c'est irréaliste, mais qui le fait? À un moment, il y a un mec qui doit porter les paquets, comme dirait OSS 117. Pardon. J'aime bien, ça me parle. Et d'une foule ne naît pas spontanément un cri. Parfois, il y a un cri qui naît de la foule, mais naît d'une personne. L'érection de l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde. Grand moment de l'histoire parisienne. Par l'ingénieur Lebras, son nom est toujours gravé dessus. C'est des grenadiers qui ont tiré, et Proudhon, qui n'est pas indifférent aux anarchistes, Proudhon dit 80 grenadiers, en quelques heures, ont érigé l'obélisque place de la Concorde en 1 heure. 80 grenadiers en 1 heure, un grenadier en 80 heures ne l'aurait pas fait. Ah bah oui. Déjà, il y a coordination. Et il s'est passé quelque chose, c'est que les cordes, ce jour-là, se sont mises à fumer. Et on a pensé, c'est un monolithe, hein. Et quelqu'un dans la foule, et là, on avait, oui, l'histoire, il avait été annoncé à la foule que le premier qui criait allait en prison. Parce que ça demandait, il y avait une telle précision, une telle tension, que la foule était admise, mais qu'on avait bien précisé que... Vous la fermez, les gars. Oui, qu'il fallait que les grenadiers fassent ça délicatement, etc. Donc il était interdit de crier. Les cordes se sont mis à fumer. Et quelqu'un a crié « mouillez les cordes ». Et on n'a jamais su qu'il avait crié. Donc il peut y avoir un cri de la foule, mais c'est pas un cri de la foule, c'est un cri d'un homme plus malin que les autres dans la foule. Il faut que quelqu'un assume le pouvoir, y compris dans ce qu'il a de... Il y a un moment où il faut dire fermez les portes, ouvrez les portes, enfin une chose simple. Et parce qu'il y a un incendie, ça peut pas être collectif. Tout ne peut pas être collectif. Alors il y a des choses qui peuvent l'être. Et tout le réglage, c'est ça. C'est pas de dire le chef doit tout décider ou il ne doit pas y avoir de chef. Bien sûr qu'il doit y avoir des chefs. On parlait de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est dans l'Iliade. Eis koiranos esto, qu'il n'y ait qu'un seul chef. Le pire, c'est quand il y en a deux. Qu'il n'y ait qu'un seul chef. Mais ce chef, qu'est-ce qu'il doit régler? Est-ce qu'il doit arbitrer?
En France, on est dans un délire complet par rapport à notre Constitution. On nous dit c'est nos institutions. Des blagues. C'est un millefeuille d'usurpation, d'interprétation. De Gaulle étant d'ailleurs le premier à avoir commencé en 62, mais c'est une véritable accumulation c'est le coup d'État permanent en France, bien sûr. Absolument. L'administration n'y est pas pour rien d'ailleurs. Non, mais l'Élysée, l'administration, les journalistes qui sont là, pour la plupart des gens qui ont fait les mêmes études que les ministres, mais qui les ont ratés, donc ils se retrouvent, ils participent de cette espèce d'idolâtrie du pouvoir. Donc moi, je ne suis pas choqué par l'existence d'un pouvoir. Et pour répondre à ta remarque sur le Covid en Suisse, bien sûr que la gestion d'une épidémie demande encore plus. Ouais, enfin, c'est pas non plus la peste et le choléra ou. Je sais pas. Rentrons pas dans ce débat. Oui. Simplement, il est clair. Les morts ne jongent pas les trottoirs, quoi. Faut ramener les choses à leur proportion, quoi. Je vais employer un mot et puis après je dirai en quoi il est inapproprié. En temps de guerre, ça peut pas être une défense collective. Il faut d'ailleurs, les Grecs à Athènes, ils nommaient un chef de guerre et Marc Aurèle qui devait partir et jamais reparti. Voilà. Donc, en temps de guerre, même les résistants français, ils ont eu besoin de cette voix. Satoshi, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu sa face, on a vu que ses textes. De Gaulle, pendant longtemps, les gens n'ont pas idée, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, avec son grand air, son grand tarin, il était moins... il n'était pas très peuple. Il était moins bel homme que Pétain. Pétain, et une chose est sûre, c'est que tout le monde trouvait que c'était un bel homme. Les dames et les messieurs, c'était un beau vieillard, etc. De Gaulle, c'est une voix. Bon, il faut une voix. Parce que la foule n'a pas d'instance morale, l'instance morale, elle est individuelle, la foule n'a pas de volonté. En gros, généralement, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Les manifestations, elle ne veut pas. Il y a beaucoup plus d'indécideurs. Donc, il faut une voix. Après, pas tous les jours. Alors, en temps de guerre, il faut un stratège, il faut un général. La question pour le Covid qui se pose, c'est est-ce que c'est une guerre? Et on va boucler sur ta question entre ce qui est de la société et ce qui est de l'État, entre ce qui est commun et ce qui est républicain de l'État. Le problème, peut-être en France, c'est d'avoir géré l'affaire du Covid comme une guerre, c'est-à-dire de l'État contre un ennemi, avec moult ministres et autres à la télé, alors que c'était une crise qui affectait non pas l'État, mais la société. Et dans la société, là, il y a tout ce qui est réticulaire. Et on a cessé de le dire. Les gens, ils vont se faire vacciner parce que leur médecin de quartier le leur dit, pas parce que le ministre le leur dit. N'importe quel médecin de quartier, même vieux, même âgé, même un peu alcoolique, m'inspire plus de confiance que des petits ministres de 25 ans qui disent des sottises, qui se contredisent, qui disent des mensonges. Je veux pas citer les noms, mais tout le monde reconnaîtra l'incroyable galerie d'imbécilité, d'improvisation et de mensonges. Alors après, on dit, il semble y avoir une certaine forme de défiance vis-à-vis de la parole publique. Bah oui, comme toi. Les gens, ils se vaccinent parce que leur beau-frère, leurs parents, leur médecin de campagne, leur médecin de quartier leur a dit, voilà. Mais croire un ministre, mais qui fait encore ça aujourd'hui? Il faut être un peu fou. Ouais. Voilà. Mais alors là, c'est vrai que le Covid, c'est vrai que c'est la société qui l'a fait. D'ailleurs, on l'a bien vu, il y a deux tyrannies dans l'affaire du Covid. Il y a les ministres avec leur... tu n'es pas français, donc tu n'as pas subi lors du deuxième confinement, je crois, cet épisode. Tu es français, toi. Tu n'as pas saisi tu as vu le deuxième, le laisser-passer, là, pour le deuxième confinement? Celui qui a duré 12 heures, il y avait 2 pages. Personne ne pouvait le remplir. Au bout de 12 heures, ils ont fait savoir qu'on allait le simplifier. Bon, ça, c'était l'épisode, la tyrannie de l'État. Et puis, il y a la tyrannie de la société. La tyrannie de la société, on l'exerce tous et on la fait subir à chacun. Moi, je monte dans le bus, il se trouve que j'estime, par mon passé médical, être plutôt une personne à risque, donc je préfère qu'on ne m'éternue pas, et le gars qui dit ça blesse ma liberté de porter un masque, s'il m'éternue au visage, il blesse quand même ma liberté de rester vivant. Et tout ça s'est fait avec une certaine agressivité, il y a eu des coups portés par les uns comme par les autres. Oui, il y a de la tension. Il y a de la tension. Oui. Et donc, au-delà d'une certaine tension, on en revient à ce que je disais sur les guerres de religion. L'État réapparaît en disant
Comme papa-maman, avec les enfants, vous n'êtes pas capable de ranger votre chambre gentiment, tous ensemble, on va le faire sous la direction de papa. Puis le problème de ça, c'est la limite, parce que comme tu dis, le problème, c'est pas forcément qu'il y ait un chef en temps de crise, mais c'est qu'après, le gars, il rende les clés de la ville. Ah ben ça c'est clair. Toutes les mesures, avant c'était terroriste, le mot magique. Tu disais, il y a un terroriste dans l'Assemblée, et puis tu pouvais faire ce que tu voulais. Évidemment. Mais je veux dire, maintenant, à quel moment tu vas dire que la guerre a été gagnée? Je veux dire, un virus, on en trouvera encore dans 100 ans du Covid. À quel moment on va les refoutre dehors, les mecs, tu vois? Non, mais ça, c'est l'évidence. Moi, je les vois bien s'installer là-dedans, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est évident. Alors, il peut y avoir un excès de souffrance. Il y a des périodes de remise des choses à niveau, mais c'est plutôt l'histoire d'une dérive. Celle de nos institutions en France, c'est à mes yeux manifeste. Est-ce que l'affaire du Covid sera un jour totalement oubliée? J'ai tendance à penser que non. Est-ce qu'au contraire, elle est la répétition générale de crise climatique? J'ai tendance à craindre que oui, que donc les mesures de confinement, de restriction, d'allocation, etc., on doit vivre avec. Après, même sans rentrer dans ce débat-là, mais c'est juste sur le principe avec le pouvoir. Je veux dire, si le pouvoir désigne le rhume comme son ennemi, et que du coup ça nécessite de prendre les clés de la cité pour tous lutter contre le rhume, il y aura toujours des rhumes. Enfin, je veux dire, on va pas les laisser au pouvoir. Non, c'est vrai, mais le pouvoir ne peut pas le désigner indépendamment d'une certaine forme d'alignement avec ce que la société elle-même désigne. C'est-à-dire que parmi les bitcoiners, je vois un certain nombre de gens qui sont assez explicites sur le fait qu'ils supportent pas ça et qu'ils contestent jusqu'à l'existence de la létalité de cette maladie en disant après tout ça a tué quelques vieux qui auraient pu mourir de la grippe ou de la vie 6 mois plus tard. C'est assez facile d'en parler. Il y a quand même des problèmes qui se posent. Il y a quand même une forme de létalité qui n'est pas négligeable. Je suis pas médecin et en plus ces problèmes-là m'emmerdent très vite. Donc c'est pas ça le problème. Non mais je veux dire, le problème c'est quand on désigne un ennemi qui ne partira jamais, ça veut dire que le gars il a pris le siège et puis il le rendra pas, quoi. C'est clair, mais si la population n'y croit pas du tout, il y a des tonnes de lois qu'on ne respecte plus parce que elles sont sorties. D'ailleurs, quand tu vois les restaurants à Paris, franchement, le Covid, c'est pas ce qui fait plus peur aux gens. C'est très difficile parce que tu vois, en France, on a probablement le pays où l'État est le plus encombrant. Si je vais en Belgique, ils en ont pas. Or, c'est pas tellement mieux géré d'un côté que de l'autre. En fait, l'État gagne en visibilité, mais même en France, on commence à entendre une défense qui consiste à dire on s'en est pas si mal tiré que ça. Oui, vous êtes dans la moyenne, mais il n'y a pas de pays qui ait connu durablement pendant toute la crise du Covid un avantage très net et très durable par rapport aux autres États. C'est donc que l'État n'est probablement pas le premier concerné, que la gestion par la société, le fait que les gens appliquent plus ou moins les règles, intelligentes et se libèrent des règles absurdes. Je veux dire, le port du masque dans la rue, je crois que personne ne peut penser que c'est utile. Dans l'ascenseur, voilà. Mais si les gens d'eux-mêmes ne le comprennent pas, si même le débat entre ceux qui adhèrent à des mesures de protection et ceux qui les refusent devient lui-même belligène et violent, il y a quand même eu des gens tapés à coups de poing violemment dans un autobus entre pro et anti. Bon, là, l'État est là pour régler ce genre de problème. Donc on peut pas tout mettre sur le compte de l'État, même si je souligne qu'il s'en est pas si bien tiré que ça, mais qu'aucun État ne s'en est tiré si bien que ça. Mais il y a des problèmes de la société, et on voit, c'est bien facile de supposer que sans État, automatiquement, on saura s'organiser entre nous. Et j'en reviens à Bitcoin. La beauté de Bitcoin, c'est que sans État, il y a un ordre quand même, parce que la société, le commun, etc. Le vieil exemple de l'étang avec les poissons, quel est le moyen d'empêcher quelqu'un dans un étang commun d'aller pêcher tout le poisson? Le vrai moyen, c'est qu'il n'y en a pas, c'est le garde champêtre. Il n'y en a pas. Donc, rebouclons sur Bitcoin pour terminer. Bitcoin permet justement de se passer, on va parler grec encore, d'un pouvoir, qui est celui du monarque, républicain ou pas, mais d'avoir un nomos. On est en autonomie.
on se donne à nous-mêmes notre nomos, ou plus exactement, l'algorithme nous le donne. Parce que c'est une expérience autonome, mais ordonnée, comme il y en a eu peu dans l'histoire. Parce que la plupart des expériences d'autonomistes, elles se transforment purement et simplement en crépage de chignon, parce que il y a toujours suffisamment d'individus anomiques pour justifier l'existence d'une arche et d'un monarque. Qu'on le veuille, même les anarchistes sont bien obligés d'admettre qu'ils souhaitent qu'il y ait suffisamment de policiers pour qu'on n'enlève pas leurs gosses. La tendance d'ailleurs de la population, elle est pas du tout à la suppression du nomos. Enfin, au contraire, on a de plus en plus de lois. Il y a des crimes qui étaient prescriptibles deviennent imprescriptibles. Des choses qui étaient considérées comme parfaitement admises deviennent passibles de lois qu'on invente contre la liberté d'expression, contre la liberté de se dire ceci ou de cela, d'employer tel mot plutôt que tel autre. Il n'y a pas de et à chaque fois qu'on dit, par exemple, qu'on n'emploiera plus tel mot, parce qu'il est, par exemple, raciste. Racisant, ou je ne sais quoi. On va dire, voilà, c'est la société qui... Pas du tout. Si tout d'un coup j'emploie un mot qui te racialise, c'est pas auprès de la société que tu vas te plaindre, c'est bien auprès de l'État. Donc toute cette agitation lexicographique, juridique, par laquelle on pense qu'on est en train de créer une société meilleure, le monarque est là. Le monarque est là. Il n'y a que dans Bitcoin qu'il n'y a pas de monarque. Eh ben, merci beaucoup, Jacques.